L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres d'Afrique Soir. La ville de Tombouctou a été libérée par les soldats français et maliens. Dans le nord, l'espoir renaît avec cette nouvelle opération de la coalition franco-malienne. Une seconde victoire après la reprise de Gao samedi. Mohamed Morsi est de plus en plus sous pression. La place Tahrir continue de s'enflammer, de même que d'autres villes d'Égypte, et l'opposition vient de refuser son appel au dialogue. Et au Brésil, plus de 230 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'une discothèque dans la nuit de samedi. Un des responsables a été arrêté. Le vent de la liberté souffle donc sur la cité des 333 saints. La ville mythique de Tombouctou a été totalement reprise par les forces maliennes et françaises. L'offensive lancée hier nuit a été marquée tout d'abord par la prise de l'aéroport, le contrôle de l'ensemble des accès de la ville par les 250 parachutistes largués par les forces françaises et enfin, au milieu de journée, la prise totale de la ville. La coalition franco-malienne n'a rencontré aucune résistance. Les islamistes qui occupaient la ville depuis 9 mois l'ont déserté à la suite des frappes aériennes, mais avant de s'enfuir, ils ont incendié le centre Ahmed Baba qui est contenant des manuscrits considérés comme une des mémoires de l'humanité. Et en 48 heures, 2 bastions des islamistes ont donc été libérés par la coalition franco-malienne. Depuis samedi, Gao est de nouveau libre et peu à peu, les populations se font à cette nouvelle situation. Ce matin, la ville de Gao a retrouvé un aspect presque normal. Après les heures de liesse qu'a connu la ville hier, Idrissa veut nous montrer ce qu'ont été ces longs mois de dictature islamiste, à commencer par cette place investie par les djihadistes de Mounjao, où se faisaient tous les trafics, jusqu'à samedi dernier. Une vingtaine de camions qui sont sortis ce matin, là, avec des 4x4 bien chargés, et ils ont laissé la place. Aujourd'hui, le terrain est resté vide. Et voici les enfants de Gao en train de jouer le football là-dedans ce matin. Merci. Autre lieu symbolique, cette fois de la folie de ces hommes. Le jeudi et le lundi, c'est le jour qu'on coupe les mains des gens. Ils viennent ici, à la place de l'Indépendance. Ils amènent au moins une trentaine de véhicules, bien armés, avec au moins 50 de personnes. Ils attachent la chaise sur le poteau. Et l'intéressé doit être amputé et attaché sur la chaise, bien attaché. Et on demande aux gens de bien regarder. Et ils coupent la main de la personne et ils le posent à terre. Et c'est dans la même place aussi qu'on fouette les gens qui fument la cigarette. 50 fouillés, 100 fouillés, publiquement ici. Idrissa est un notable. Sa maison a toujours été un lieu de rencontre pour la famille, mais aussi les amis, les voisins. Et chacun veut nous parler, comme Fatou, qui semble aujourd'hui soulagé. J'étais contrainte de porter ce voile, dit-elle, au nom de la charia. À chaque fois que je sortais, je devais le mettre. Si le foulard était transparent, je pouvais être fouettée. Fatou a retrouvé la joie de vivre. Et pour parler de cette actualité, nous recevons sur ce plateau l'honorable El Hadj Baba Sandi Aïdara, député élu de Tombouctou et président du COLEN, le collectif des élus du Nord. Bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir. Alors, en premier lieu, comment a été accueillie la nouvelle de la libération de Gao et ensuite de Tombouctou par votre collectif ? Au nom de notre collectif, merci de nous inviter sur le plateau et nous pouvons dire avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, parce que c'est un événement que nous avons souhaité, espéré, attendu. Il se réalise. Merci. Dieu merci. Merci à tous ceux qui ont participé. L'armée française, prompte, l'armée africaine, les armées africaines, le Mali, notre armée nationale. Merci à tous. Nous sommes très heureux de ce que nous sommes en train de voir.
Avant de s'enfuir, les islamistes ont quand même commis de nombreux dégâts, avec même le dernier en date ce matin, l'incendie au centre Ahmed Baba Keïta. Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, c'est vrai que c'est assez difficile à supporter ce qui s'est passé aujourd'hui au centre Ahmed Baba de Tombouctou. Si vous vous rappelez, vous vous souvenez un peu d'un certain nombre de leurs comportements ou de leurs réactions vis-à-vis de la communauté internationale, chaque fois que la communauté internationale s'est prononcée en parlant d'un patrimoine qui est pour l'humanité, ils réagissent, soit en cassant des mausolées. Chaque fois que l'UNESCO a parlé, on détruit d'autres choses. Aujourd'hui, en partant, il fallait faire le coup de grâce. Et malheureusement pour eux, c'est dans l'ignorance et l'obscurantisme. Sinon, ce sont des éléments, les manuscrits. Quel mal peuvent-ils faire pour des écrits qui datent de 1400, du 15e siècle? Quel mal ça peut faire à quelqu'un? C'est simplement de l'ignorance totale. Détruire pour détruire. Faire mal à la communauté internationale et à la religion musulmane. Voilà ce que nous déplorons. Tout ce qui a été causé comme dégâts est nombreux, nous ne pouvons pas les citer aujourd'hui, mais c'est un mal qui a été fait surtout contre les populations qui ont besoin d'être écoutées, d'être entendues. Alors, la semaine dernière, votre collectif s'est exprimé et un des messages était attention à la stigmatisation et au règlement de compte entre communautés. Est-ce que vous pensez que ce sont des conflits nés de la présence des islamistes ou alors que c'est quelque chose qui existait déjà avant? Non, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas parce que c'est un territoire de musulmans. Toute communauté confondue. Il y a des siècles, ces communautés ont toujours vécu ensemble. Le désordre créé cette année est simplement un désordre particulier. Mais ce qui a été fait par le passé pour calmer les autres rébellions, il y a eu des comportements que nous n'avons pas appréciés et il faut les prévenir maintenant. Et nous parlons de ça pour les prévenir pour quelle raison? C'est que je disais tantôt qu'il y a une différence entre les rébellions de cette année et celles des années passées. Cette année, la majorité des exactions, tout ce qui a été fait comme atrocité, qui l'a subi? Ce sont les populations. Et les populations d'un certain type, majoritaire, qui a soulevé tout ça? Un petit groupuscule d'une vingtaine, d'une trentaine, d'un petit groupe d'aventuriers qui ont commencé ça et qui ont amené ce désordre-là sur tout un territoire et les populations en ont gros sur le cœur. Donc nous avons dit, chers frères, chères sœurs, tout le monde n'est pas mauvais. Tous les mauvais, vous les avez connus, vous les avez vus. Pendant 9 mois, vous savez qui est qui. Comme disait l'imam Maïdara, le voleur a changé de tenue, mais le corps du voleur est toujours dans la tenue. Alors, ça m'a plu comme expression. Tous ceux qui ont enlevé les gilets police islamique pour avoir bastonné aucun, pour se fondre dans la population, sont connus des populations. Demain qu'il aura porté le turban ou qu'il ait rasé la barbe, on le prendra, on l'amènera. À ce moment-là, on le donnera à la justice. Qu'on ait confiance en notre justice pour ne pas la faire nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà ce que nous avons dit. Donc ne stigmatisons pas, ne confondons pas l'innocent et le coupable. Mais tous ceux qui ont fauté doivent payer et paieront. Et enfin, Kidal est toujours aux mains des islamistes, contrairement à Tombouctou et à Gao. Quel est votre message à l'égard des populations? C'est une question large. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que Kidal est entre les mains des Kidalois, la majorité, qui ont créé ce problème. La rébellion est partie de Kidal. Il y a de Ansaradine et de Kidal. Il a regroupé autour de lui des collègues à lui, des partenaires à lui, des méchants à lui, qui ne sont pas des musulmans. Mais pourtant, vous savez très bien qu'aucun cheveu n'a été coupé à Kidal au nom de la religion musulmane ou au nom de la charia. Souvenez-vous l'histoire. On a coupé des mains à Tombouctou, on a coupé des mains à Gao. Personne n'a été touché à Kidal. Kidal est entre les mains des Kidalois. Mais les Kidalois qui sont mauvais, il faut qu'on les extirpe jusqu'au dernier. L'armée doit pouvoir se venger. On ne peut pas se dire que Tombouctou et Gao sont libérés et c'est fini. Ah non. Et qu'en est-il des bons Kidalois alors? Les bons Kidalois sont ceux qui n'ont pas pris les armes contre le Mali, sont ceux qui n'ont pas pris posé d'atrocités contre leur population, qui n'ont pas fait du mal à leur pays, qui n'ont pas réclamé une division quelconque ou une séparation quelconque de notre État. Les autres, on les traitera comme les méchants.
et il faudra qu'ils soient traités comme tels. Elhaj Baba Sandi Aïdara, président du COLEN, le collectif des élus du Nord. Merci beaucoup. Je vais parler de quelque chose quand même qui, à mon avis, est dans cette question, c'est par rapport aux dissidences qui se créent entre MIA ou je ne sais pas quoi, Ansaradine ou NNLA qui aujourd'hui se dit être à Kidal pour aider l'armée française. Je ne sais pas où ont-ils sorti les drones avec lesquels ils vont aider l'armée française. Nous avons d'autres Touaregs dignes Maliens qui sont dans l'armée malienne, qui sont des fonctionnaires du Mali, qui sont des Maliens tout court, qui peuvent aider l'armée française à dénicher les bandits et les terroristes. MIA n'est rien du tout. On ne peut pas vouloir nous dire qu'on sort de Ansaradine après toutes les atrocités pour dire qu'on crée un mouvement islamiste qu'on condamne sur le territoire encore de l'Azawad au lieu de le dire sur le Mali. Le message est passé, merci beaucoup. Merci. Une dynamique nouvelle est en train d'être insufflée à la présidence de la République du Mali et cela depuis la nomination d'un nouveau secrétaire général. Ce dernier, avec l'aide de ses collaborateurs, compte participer à l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République par intérim durant la transition. Rappelons que les services de la présidence avaient connu un important revers juste après le coup d'État du 22 mars 2012. Voici le reportage de Daouda Kamate et Moussa Bari. Après 10 mois d'interruption suite aux événements du 22 mars dernier, la présidence de la République, considérée comme la première institution du pays, reprend le traitement habituel des grands dossiers intéressant la vie de la nation. Cheville ouvrière de l'État, l'institution se redynamise depuis près d'un mois par la nomination d'un nouveau secrétaire général. Sa mission ainsi que celle de ses collaborateurs, assister et accompagner le président de la République par intérim à réussir les objectifs fixés par la transition. L'institution présidentielle est un élément clé, parce que l'institution présidentielle qui donne le ton, c'est la première institution qui tire toutes les autres, et c'est l'institution maîtresse de la République, puisque aujourd'hui nous avons évité la catastrophe parce que nous sommes revenus dans la Constitution et la République. Je crois qu'il faut mettre la République en marche. Et mettre la République en marche, ça commence par l'institution présidentielle. Pour le ministre Ousmane Sy, face à la situation de crise que traverse le pays, il ne s'agit pas de travailler pour valoir ses propres ambitions, mais de contribuer à sortir le pays de l'impasse. Maintenant, je crois qu'il faut mettre cette mission dans son contexte politique pour que le président prenne le leadership de la réalisation de cette mission et faire avec les ressources humaines et les ressources financières qu'on a. Bon, nous sommes dans un pays en crise. C'est pour ça, depuis que je viens ici aussi, j'ai dit aux gens, travaillons avec les moyens qu'on a. Avec le seul objectif que nous serons tous fiers demain. Un engagement partagé par ses collaborateurs qui, dans la diversité, entendent apporter leur pierre à la construction de l'édifice. Nous avons eu un secrétaire général qui a pu remobiliser la troupe. Nous sommes un ensemble d'une cinquantaine de conseillers, de chargés de mission. Je peux vous assurer que tout le monde est là du matin à 7h30, quelquefois jusqu'à 20h30. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir, chacun du mieux qu'il peut, et au mieux de ses compétences, accompagner les efforts du président de la République pour avoir des éléments suffisants et diriger la transition. Si l'on se posait la question il y a encore quelques mois de savoir qui dirigeait le Mali, aujourd'hui cette question semble trouver une réponse. C'est bien le président Djonkouda Traoré qui dirige le pays. Ses collaborateurs, eux aussi, estiment qu'il faut aider la présidence de la République à reprendre son leadership institutionnel pour une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Direction maintenant le Sénégal, le CODESRIA et le Centre de recherche Point Sud ont organisé conjointement à Dakar un symposium Africanco, l'Afrique dans le monde. La bibliothèque coloniale en débat est le thème des réflexions. Suivant ce compte-rendu de la cérémonie d'ouverture signé Mamadou Dieye et Mbendambaye. Ce colloque vient à son heure, une remarque bien partagée par les participants. Ce projet constitue un cadre regroupant les universitaires et chercheurs du continent et de sa diaspora. Objectif: mettre en synergie la pluralité des réflexions sur la production des savoirs en sciences humaines et sur l'Afrique. Nous sommes des chercheurs et nous pensons que mieux on comprend les réalités dans lesquelles nous vivons, mieux on comprend le monde qui nous entoure, mieux on sera capable justement de trouver les clés
et les leviers et les mécanismes qui nous permettent justement de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas du tout à la périphérie de ce qui se passe au monde, mais que l'Afrique soit au centre. La richesse scientifique africaine n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, l'heure est de chercher ensemble comment articuler ce savoir disponible avec les transformations sociales en cours. Cela revient à dire l'Afrique dans le monde. Notre ambition, c'est de transformer notre continent. C'est d'être présent, d'avoir la maîtrise la plus totale possible des transformations sociales et de notre développement, les transformations sociales qui ont cours dans notre continent, mais également du développement de l'Afrique. Il faudrait, d'une part, briser, détruire les murs qui séparent, disons, ces greniers de la connaissance et la capacité qu'ont les acteurs sociaux et politiques à s'en accaparer et à les utiliser dans des tâches de transformation sociale. Durant 4 jours, ces intellectuels vont tenter de répondre à une cinquantaine de questions à 15 sessions de travail. Le moment est aussi l'occasion de réfléchir à la création d'une véritable bibliothèque africaine. La pression augmente en Égypte et l'opposition se refuse au dialogue avec le président Morsi. Ce dernier est confronté à une crise sans égale depuis son arrivée au pouvoir. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir son départ. Et après des violences qui ont fait plusieurs morts ces derniers jours, le Sénat a autorisé le déploiement de l'armée et l'état d'urgence a été décrété dans 3 provinces. Dès le lever du jour, ils sont prêts à en découdre. Les alentours de la place Tahrir sont leur champ de bataille. Face à face, les manifestants et les forces de l'ordre. Cocktails Molotov contre gaz lacrymogène, mais aussi des armes à feu de part et d'autre. Un homme a été tué ce matin par un tir de chevrotine en pleine tête, portant à 47 le nombre de tués après 4 jours d'affrontements dans plusieurs villes d'Égypte. Hier soir, le président Morsi a confirmé l'état d'urgence dans les provinces de Suez, Port Saïd et Ismaïlia. L'armée est désormais autorisée à procéder à des arrestations. Dans son discours hier soir, Morsi a montré qu'il ne comprenait pas la situation. Les gens se font tuer, ils ne semblent pas vivre avec nous. Nous avons l'impression que notre pays est occupé par les frères musulmans. Morsi n'a pas l'air de savoir que le sang a un prix. Et le prix pour lui, c'est son départ. Il est à l'échec. Dès la fin de son discours, ici à Ismaïlia, mais aussi à Port Saïd ou à Suez, des centaines de manifestants sont redescendus dans les rues en dépit de l'état d'urgence. Le bras de fer, comme toute réponse. L'état d'urgence est la marque de son échec. Pourquoi ça ? Est-ce qu'il résoudra les problèmes cette fois ? Pourquoi n'impose-t-il pas le couvre-feu aussi au Caire ou à Alexandrie ? Il a peur d'eux ? Qu'est-ce qu'il veut de nous ? C'est quoi son message ? C'est une honte ce qu'il fait. Comme un écho à la rue, les partis politiques d'opposition ont eux aussi rejeté la réunion proposée en fin d'après-midi par le président Morsi. L'Égypte se prépare à une nouvelle nuit d'affrontements. Ce sont les pires violences depuis l'élection à la présidence de Mohamed Morsi en juin dernier. On quitte à présent le continent pour le Brésil où plus de 230 personnes ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont morts dans l'incendie d'une discothèque dans la ville de Santa Maria et c'est un véritable drame dans ce pays. Un drame dû à de nombreux manquements sur le plan de la sécurité. Un des responsables de cette discothèque a été arrêté. C'est la première sépulture avant une très longue série. Les enterrements collectifs des victimes de l'incendie de la discothèque de Santa Maria devraient se succéder tout au long de la journée dans plusieurs cimetières de la région. Moins de 48 heures après le drame, le pays est encore sous le choc. Nous sommes tous en deuil, tout le Brésil. Ce qu'il s'est passé, c'est très choquant, c'est très triste. J'ai pensé à mes 3 enfants si ça avait été eux. J'ai eu peur, je suis triste, je suis très touchée par tout cela. Selon les autorités, l'enquête avance vite. L'incendie dans la discothèque aurait été provoqué par un spectacle pyrotechnique du groupe de country brésilienne qui se produisait sur scène. 2 membres du groupe ont d'ailleurs été placés en garde à vue ce lundi. Tout comme le patron de l'établissement, la licence de sa discothèque était périmée depuis le mois d'août, selon les enquêteurs. L'homme va donc devoir s'expliquer, comme il devra justifier pourquoi, selon plusieurs témoins, les portes étaient bloquées et que ces vigiles empêchaient les premiers clients de sortir alors que l'incendie avait débuté. Beaucoup de questions donc et encore beaucoup d'incompréhension. Le bilan a été revu à la baisse par les autorités ce lundi. Il est passé de 233 à 231 morts.
Et maintenant, l'actualité en Arabie Saoudite où désormais les grands magasins vont devoir ériger des cloisons pour empêcher les hommes et les femmes de se côtoyer. Selon les autorités, cette décision devrait permettre aux femmes de bénéficier d'une atmosphère plus adéquate pour travailler. Kolsien Garsou pour les explications. Désormais, les magasins saoudiens employant des hommes et des femmes doivent ériger une cloison d'au moins 160 cm de haut pour empêcher les deux sexes de se côtoyer. Selon la presse saoudienne qui a relayé l'information, cette décision est stipulée par un mémorandum signé par le chef de la puissante police religieuse chargé de veiller au respect de la morale islamique, Abdellatif Al-Sheikh, et le ministre du Travail, Adel Faki. En juin 2011 déjà, les autorités saoudiennes avaient ordonné aux magasins de lingerie féminin de remplacer leurs vendeurs généralement asiatiques par des vendeuses saoudiennes, une décision qui a été par la suite étendue aux parfumeries du pays. Le ministre du Travail a indiqué que cette décision devait créer à terme 44 000 emplois pour les saoudiennes, parmi lesquels le taux de chômage dépasse les 30% selon une étude officielle, alors que le royaume saoudien fait appel à quelques 8 millions de travailleurs étrangers. Et enfin, la CAN, on connaît déjà les deux premières affiches des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Il s'agit des rencontres Afrique du Sud, Mali et Ghana-Cap-Vert. Ce lundi, les Aigles du Mali ont validé leur ticket pour les quarts de finale après leur nul 1-1 face aux Léopards de la RDC. Et dans l'autre affiche, le Ghana a dominé le Niger par 3-0. Vous aurez tous les détails de ces deux matchs à 21h30 dans l'émission. Ça se passe en Afrique du Sud avec Yacouba Dansoko. Voilà, merci d'avoir suivi Afrique Soir. C'est la fin de ce journal. À demain sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur